J'avais vraiment envie de travailler pour notre planète. Et l'objectif, c'était de se positionner en coach, c'est-à-dire vraiment d'encourager les efforts que les Français avaient déjà fournis. Tout le monde peut dire « Ah bah c'est facile, c'est du mass média ». Oui, bah c'est aussi difficile parce qu'il faut que ça parle à tout le monde. Est-ce qu'on va chercher un partenaire pour donner le plus d'amplitude ? Est-ce que ça a du sens ? Oui, non. C'est entre 50 et 60 000 à l'achat, mais tu peux toujours les négocier, notamment si tu fais du last minute. L'idée, c'est si c'est le bon moment, on y va. L'idée, c'est pas qu'il soit dans une posture justement d'influenceur pendant le voyage, mais juste qu'il vienne relater une expérience comme une personne lambda. Il faut diversifier les points de contact pour que ta marque elle soit toujours visible à peu près n'importe où. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Voix de la Com, ce podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font battre le cœur des stratégies de communication des grandes entreprises qu'on regarde de l'extérieur et on se demande qu'est-ce qui s'y passe dedans. Et bien ce podcast est là pour vous, chers professionnels de la com. Et aujourd'hui, on va plonger dans les campagnes qui nous ont semblé être les plus engageantes. Alors, qui nous ont semblé, c'est pas que moi. J'ai fait un appel à candidature sur les réseaux sociaux. J'ai demandé quelles sont, selon vous, chers followers, puisqu'on dit comme ça, n'est-ce pas, les campagnes qui vous ont semblé les plus engageantes. Et Citeo est revenu plusieurs fois. Et donc, j'ai le plaisir de te recevoir, Aurélie Imbert. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. On va revenir sur ton parcours et tu vas nous expliquer pourquoi, selon toi, cette campagne qui a été plébiscitée est revenue à moult reprises. Et notre deuxième invité, c'est mon coup de cœur à moi. En tout cas, c'est la campagne coup de cœur de moi, David, voilà. Non pas que Citeo ne soit pas un coup de cœur, hein, mais c'est vrai que un beau jour, ou peut-être une nuit, je sais plus, je suis passé dans le métro devant une campagne de WeRoad et je me suis dit, oh la vache, ils sont malins. C'est Guillaume Dorlfinger qui est avec nous, qui est le directeur France de WeRoad, qui va en parler. Bonjour Guillaume. Hello. Alors on va parler tout à l'heure de ces campagnes-là. Je vais dresser un petit peu vos parcours à tous les deux et sachez que si vous voulez vous abonner, si vous voulez commenter cet épisode, n'hésitez pas à le faire. On est de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et ça nous fait bien plaisir. Aurélie, c'est un parcours qui commence dans la nutrition santé. Oui. En agence d'abord, Oui. puis chez Nestlé Waters. Oui. De l'eau, du coup. Hein. Si je traduis bien. Voilà, exactement. On n'a pas le droit de citer de marque, où je peux les citer. Tu fais comme tu veux. Contrex, Cepar, voilà. J'ai beaucoup travaillé sur des études cliniques, etc. Donc, du côté nutritionniste, d'abord. D'accord, très bien. Et puis, il y a un virage qui arrive, assumé vers plus de sens. Ouais. Chez Citeo, où tu es depuis 2 ans et tu orchestres les campagnes à la fois pédagogiques et ultra populaire, comme on va le voir, hein, comme la série justement, c'est un emballage ou pas, dont on va parler. Si c'est oui, c'est bac de tri. Voilà, si c'est oui, c'est bac de tri. Voilà, c'est mémotechnique, c'est pas mal. En tout cas, tu dédramatises le tri avec beaucoup d'humour, beaucoup d'efficacité. Et on va en parler parce qu'effectivement, des punchlines qui restent en tête, un ton qui n'est pas un ton qui nous met mal à l'aise vis-à-vis du tri, c'est pas moralisateur. Tout à fait. Et ça marche, et donc on va en parler. Guillaume, toi, tu as lancé la filiale française de WeRoad. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas WeRoad, c'est un tour opérateur New Generation, venu d'Italie. Comment on dit nouvelle génération venant d'Italie ? On ne sait pas. Nuova generazione. Ah, d'accord. Oh, okay. Ah ouais. Je suis même pas sûr. Il est même pas sûr. Bon, c'est pas grave. C'était un petit piège que je te tendais. En tout cas, ce tour opérateur réinvente en quelque sorte le voyage d'aventure pour les millennials en quête de liens sociaux, de liens amoureux, d'aventure, tout ça. En fait, c'est des gens qui ne se connaissent pas a priori. Ils s'inscrivent et ils partent ensemble en vacances. Exactement, aussi simple que ça. Ouais. C'est réinventer un peu les voyages et les vacances. Et moi, ce qui m'a intéressé avec la campagne que j'ai vue, c'est que je pense qu'il y a environ quelques mois, 6-7 mois, quand je vois cette campagne autour des ponts de 2025, je me dis, voilà, c'est malin, c'est une entreprise qui se lance plus ou moins, en tout cas qui est jeune en France. Comment faire une campagne percutante avec un peu de moyens, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des grands shootings photos, des comédiens, etc. Non, là, c'est un aplat avec un texte. Tu peux nous raconter juste ce qui a marqué sur ce... Ouais, c'est comment maximiser ses vacances en profitant des ponts de mai. Donc en gros, le message, c'est juste, si tu poses 3 jours à ces dates-là, bah, t'as 6 jours de vacances, 5 jours de vacances. Et ouais, ça a cartonné. Bah, ça a cartonné, parce que même moi, je me suis dit, ah, c'est vrai, j'ai posé ces jours-là, etc. Donc c'était de l'information auprès des voyageurs, parce que c'était beaucoup dans le métro, et c'était percutant, parce que ça comblait un besoin de savoir voilà, quelles étaient les dates qu'on pouvait poser, et en même temps, ça ramène de la com, de la pub pour WeRoad. Ouais, ça a été hyper relayé. C'est à la fois n'importe qui prend une photo et qui le partage à ses potes. Enfin, Exactement, c'est ce que j'ai fait avec ma femme. Voilà, Puis tout à tu fait. nous as offert des jours de vacances en plus.
Enfin, Exactement. clairement, Ouais, clairement, tout le monde s'en souvient. Oui, tout le monde s'en souvient. Tout le monde s'en souvient. Allez, on va raconter les dessous de ces stratégies. Aurélie, toi, tu es passée par la nutrition, l'agence, on a dit, Nestlé Waters. Avant de rejoindre Citeo, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir être plus utile dans la communication? C'était pas suffisant la nutrition, c'est déjà très utile de travailler dans le domaine de la nutrition. Ouais, en fait, je me sentais déjà utile, mais j'avais vraiment envie de travailler pour notre planète. Je sais pas si vous vous rappelez de la chanson de Mickey 3D, où il y a... Je l'ai pas. Quand il dit « il faut que tu respires ». Ah oui. Voilà, et il y a un gamin qui s'adresse à son père en disant bientôt on aura 3 yeux, et pourquoi t'as rien fait? Et que le père répond c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Et en fait, j'avais cette rengaine dans la tête, et je me disais mais j'ai pas envie de dire ça à mes enfants, et j'ai envie de participer à travailler et à aider notre planète. Et voilà, c'est ce qui m'a poussée à venir travailler chez Citeo et à dire à mes enfants j'y ai bossé aussi. Et c'est ce qui m'a poussée à postuler chez Citeo et à travailler sur ces campagnes. Ah, c'est une belle histoire, comme quoi l'artistique, la musique, le cinéma peut faire bouger les choses. En tout cas, toi, ça t'a inspiré de vouloir travailler dans cet univers-là. Exactement. On peut rappeler ce que c'est Citeo, juste en quelques mots pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Alors Citeo, c'est un éco-organisme dont l'objectif est de réduire l'impact des emballages sur notre planète. Si je résume vraiment beaucoup, notre objectif, c'est de... le résumer en... C'est dur. Ouais, c'est pas forcément évident, mais notre mission... Alors moi, ma mission à moi, parce que je vais essayer de la résumer par rapport à ce que vous voyez... dans nos communications, c'est d'accompagner le citoyen dans ses éco-gestes sur un escalier des 3 R, c'est de réduire, réemployer et recycler. L'objectif, toujours, c'est de réduire son utilisation d'emballage et réduire les emballages au global, travailler sur le réemploi des emballages, donc aller chercher des emballages réemployables plutôt que l'emballage unique. Et quand on est sur de l'emballage unique, recycler ces emballages. Donc faire de plus en plus le geste de tri pour nous aider, nous, dans notre objectif de recyclage. Avec une communication qui, j'imagine, est majeure et hyper importante pour faire changer les usages, les pratiques. Et exactement. C'était l'objectif de cette communication. Un objectif de changement de comportement. Ouais. Voilà, exactement. Enfin, changement de comportement et des fois même changement de mode de vie quand on va parler du réemploi des emballages. Mais oui, c'est ça. Ouais. Guillaume, toi aussi, quelque part, tu changes un peu les habitudes des vacances. Il ne s'agit plus de partir seul avec son sac à dos. Il s'agit de rencontrer des copains, des copines qu'on ne connaît pas encore. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce projet? Parce que du coup, ça commence en Italie. Puis toi, tu arrives comment sur l'histoire? La première histoire, ça commence bien avant l'histoire de WeRoad. Ça commence par une personne qui, lors de son bac, décide de faire des t-shirts un peu drôles avec des formules mathématiques pour que tous les étudiants les portent pendant les contrôles de bac et que tout le monde puisse en fait gruger directement en regardant son pote. C'est magnifique. On va pas enlever son t-shirt, quoi. Exactement. C'est magnifique. Donc le truc cartonne. Évidemment, on est au début des années 2000, donc il n'y a pas forcément le buzz, mais il y a un peu des capacités à faire des buzz locaux, on va dire. Ça cartonne, et là, cette personne en question, Paolo De Nadai, se fait un réseau. Un petit réseau, il se fait reconnaître, et là, il se dit, mais en fait, en Italie, il y a un truc qu'on n'a pas, et que les Américains ont, c'est les spring break. Et en France, nous, on a des week-ends d'intégration, trucs comme ça. Et il se dit, mais en fait, je vais faire ça. Ouais. Et il commence à lancer ça, le truc cartonne, et ça existe encore aujourd'hui. C'est toutes les universités qui partent ensemble voyager. Sauf que ça, c'est pour ceux qui ont 18-20 ans. Et au bout d'un moment, là, son audience vieillissant, il se dit, en fait, qu'est-ce que je fais avec ça? On n'a plus 18-20 ans. Ah oui, à un moment donné. On se dit, on a 25 ans, mais on a d'autres problématiques, mais on aime toujours le voyage et la rencontre. Comment on fait ça? Et là, l'idée, c'est, on regarde un peu le marché du voyage, et il se rend compte qu'il n'y a personne qui fait des voyages de manière flexible, où la rencontre est vraiment mise en avant. Il réinvente un peu le truc, et c'est WeRoad qui commence de manière vraiment un peu artisanale au début. C'est genre, les copains, si je fais un voyage à Cuba, vous venez? Yes. Ça commence, ça prend, et puis c'est comme ça que c'est parti, quoi. Ouais. C'est marrant, t'as dit tour opérateur tout à l'heure. Alors évidemment, on est un tour opérateur, mais l'idée, c'est qu'on est, en fait, plus que ça, on aime se définir comme une communauté de personnes qui ont envie de voyager, mais qui ont aussi au cœur de leur problématique la rencontre. On fait des voyages qui sont relativement longs, mais on fait aussi des événements au quotidien. Donc l'idée, à terme, c'est se dire, si t'as une soirée disponible dans ta semaine et tu veux faire des rencontres amical, tu peux aller dans un bar, tu peux aller faire un karaoké, une rando. Si tu veux partir un week-end, tu peux. 3-4 jours, tu peux, et ainsi de suite. Alors, WeRoad a été lancé d'abord en Italie, puis en France. Comment tu t'es inspiré de la stratégie de communication italienne pour la copier-coller en France, ou à l'inverse, la différencier complètement? Comment tu as pensé à ça? En fait, tu as évidemment le sujet de quand tu lances un marché, tu essaies de dupliquer ce qui a déjà fonctionné, donc tu récupères un playbook et on te dit... pas toujours la même culture, etc. Ouais, exactement, mais tu pars du principe que surtout entre Italiens et Français, il y a des ponts, quoi. Donc tu prends le playbook, tu commences à avancer, et rapidement tu te rends compte que tu as des retours un peu de ton audience, de certains clients, et ils te disent, ça, c'est un peu chelou, quoi.
Qu'est-ce qui était chelou, par exemple, première campagne qu'on fait dans le métro, on l'a fait très très tôt. Ouais. L'idée, c'est vraiment un peu de notoriété et c'est aussi communauté. Parce que pour nous, on a des coordinateurs de voyage qui partent. Okay. Et c'est un vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire front et à ce que des coordinateurs nous rejoignent pour nous permettre d'exploser. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit visible. Et là, on met des photos, mais c'est des photos d'Italiens. La différence, elle n'est pas évidente, mais en France, on a une diversité qui est beaucoup plus large qu'en Italie. Et là, tu communiques quoi? Dans le bassin parisien ou dans toute principalement. La France? Principalement. Ok, à Dunkerque, ça sera encore plus bizarre. Exactement. J'ai rien contre le Nord, mais on est dans une différence de culture. Exactement, grande. Et là, on se rend compte qu'on a des avis qui sont, mais c'est bizarre. On se reconnaît pas. On se reconnaît pas. Et là, on s'est dit, c'est évident. Mais en même temps, on n'avait pas de matériel encore. On n'avait pas fait de voyage en France, donc on n'avait pas ces photos-là. Parce que toutes nos photos, c'est des photos de voyage, quoi. C'est du UGC. UGC, c'est User Generated Content. Très intéressant. Aurélie, quand tu arrives aussi avec des idées reçues, des choses où tu te plantes un peu. Comment tu fourmilles comme ça dans ta tête avant d'avancer sur cette campagne qui a très, très bien fonctionné? Alors, on a eu pas mal d'expériences parce que cette vague de On ne lâche rien, c'est la 4e. Mmh. Donc oui, on a eu des... Elle avait déjà commencé avant ton arrivée? Non. Okay. La première vague de On ne lâche rien, c'était à mon arrivée. D'accord. Donc voilà, on l'a construit ensemble avec l'agence. Quelle agence? C'est bien de le nommer. L'agence Belle. Donc okay. Avec qui chaque fois on progresse de plus en plus sur cette tonalité de coach, sur ce qu'on a envie de faire, etc. Et ce parti pris qu'on a eu de transformer un petit peu cette tonalité grand public, c'était de se dire, voilà, on a vraiment envie d'être plus populaire, de s'adresser aux gens de façon beaucoup plus populaire pour s'adresser vraiment à toute la population. Cette tonalité populaire, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien en France. Le populaire et le français, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. L'humour aussi, c'est drôle. Voilà, l'humour, mais... Le choix de la typo, etc. Tout est bien choisi pour que ça saute à l'œil. Pour que ça saute à l'œil, que ce soit dans les codes populaires qui s'adressent vraiment à beaucoup de monde et à toutes les générations. Et l'objectif, c'était de se positionner en coach, c'est-à-dire vraiment d'encourager les efforts que les Français avaient déjà fournis. Quand on parle écologie aujourd'hui, quand on parle environnement, on sent qu'il y a une lassitude auprès des gens. Les gens ont plus trop envie qu'on leur en parle, ou en tout cas qu'on leur demande de faire encore un petit geste. Ils en font déjà beaucoup, ils ont l'impression que les autres en font moins qu'eux ou font pas bien, et pourquoi eux, etc. Donc vraiment d'encourager les gestes qui sont faits, c'était quelque chose d'hyper important, et de dire, allez, vas-y, on continue. Alors comment on fait? On ne lâche rien, on continue. Comment on fait pour allier pédagogie, humour, code populaire, coaching? Comment on met la ligne de crête, en fait? En fait, c'est comme du marketing classique, c'est-à-dire qu'on avait des insights, on avait des datas, donc on savait déjà que les gens triaient de façon quotidienne. On a quand même plus de 89% des Français qui déclarent trier au quotidien, qu'on savait déjà que les gens le faisaient. Donc c'était déjà un premier pas. Deuxièmement, on savait qu'ils le faisaient, mais pas de façon systématique. Donc la notion de triant systématiquement, c'est quelque chose qu'on a voulu encourager pour leur dire, c'est bien, vous le faites. On avait aussi des datas sociaux qui nous montraient que les gens avaient l'impression que la norme, c'était les gens qui triaient pas. Genre, ouais, mon voisin, il le fait pas, etc. Donc, on s'est dit, l'objectif, c'est vraiment de leur montrer, non, la norme, c'est ce que vous faites, c'est que les gens trient. Donc, on savait que l'encouragement, etc., ça allait fonctionner. Donc, tout ça, c'était vraiment ce qui nous a aidé à montrer qu'on pouvait le prendre de façon beaucoup plus encourageante et de façon un peu plus légère. Et on pouvait faire de l'humour et mettre cet équilibre un petit peu plus humoristique. Ça, c'est un pari. Ça, il n'y a pas de data pour savoir qu'on peut faire de l'humour. Non, c'est un pari, mais on sait que les Français aiment bien cette tonalité-là, on sait qu'ils aiment bien le populaire, etc. Donc ça, c'est des choses, on le voit bien dans plein de prises de parole, etc. Et oui, le pari, on l'a pris. On a eu la confiance de notre DG, des présidents et du CA, et c'était un pari, et ça a énormément fonctionné. On a cherché des chansons populaires qui parlent à toutes les générations, parce que le challenge aussi, c'était adressez-vous à toute la population. Oui. Et alors, tout le monde peut dire, c'est facile, c'est du mass média. Oui, c'est aussi difficile parce qu'il faut que ça parle à tout le monde. Quand on parle à tout le monde, on parle à personne, c'est l'adage. Moi, je dis généralement à mes clients quand ils veulent faire un podcast grand public, non, c'est compliqué. C'est pas évident. Donc, ça, c'était donc toi, un pari. Tu t'es vraiment heurté à cette problématique du grand public. Quelle chanson, du coup, parle à tout le monde? Là, c'était Van Halen. Ok, d'accord. Voilà. Ça, c'est pour tout le monde. On a eu le droit à quelques petites remarques du style vous mettez la musique du Stade Marseillais, donc moi, je tirerai plus jamais parce que je suis parisien. D'accord. À part 2-3 personnes qui nous ont dit ça, à qui on a répondu, mais Van Halen, c'est commun, c'est aussi la musique d'autres stades dans d'autres pays, etc. Bon, c'était un petit peu d'humour de la part de personnes. C'était un prix pour un rendu. On l'a pris comme ça. On a répondu de façon humoristique aussi. Et finalement, ça a très, très bien marché et c'est resté dans les esprits aussi. Tout a été vraiment calculé, en fait. Ouais. La musique. Ouais, c'est intéressant parce que tu te bases beaucoup sur des datas. D'ailleurs, on parle à des professionnels de com dans ce podcast. D'où viennent ces datas? Que je comprenne bien, parce que c'est intéressant de encore plus rentrer dans... On fait des études. On sait qui c'est l'agence, c'est vous. D'accord. C'est Citeo, oui. On suit, par exemple, là, sur cette campagne qui nous intéresse, on est parti vraiment de data qui nous montrait que on a quand même 54 kilos d'emballage par habitant par an qu'on perd parce que les gens, ils ont un doute
Et quand ils ont un doute, ils mettent dans les ordures ménagères. Ouais. En disant, je sais pas, je mets dans les ordures ménagères. Et à côté, on a aussi beaucoup d'erreurs qui sont faites où les gens, ils réfléchissent par matière. Donc, ils se disent, ah bah ça, c'est du plastique, je mets dans le bac de tri. Ils nous mettent des jouets, ils nous mettent plein de trucs en plastique ou, voilà, ils réfléchissent par matière. Donc, c'est une matière, c'est du plastique, c'est du métal, c'est du machin. Donc, ils mettent dans le bac de tri parce qu'ils pensent matière. Et ça, après, ça nous fait des blocages de lignes. On retrouve des batteries au lithium dans nos bacs de tri. Ça crée des incendies dans des centres de tri et ça peut détruire un centre de tri entier. Donc, on sait qu'on a des grosses problématiques d'erreurs de tri qui, après, peuvent créer des grosses problématiques pour nous, après, en centre de tri. Donc, d'où cette punchline que vous avez trouvée. C'est un emballage ou pas ? Voilà. Si c'est oui, c'est bac de tri. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, c'était vraiment comment est-ce qu'on fait pour aller récupérer toute cette source d'emballage qui nous manque et qui finissent dans les ordures ménagères classiques, dans la poubelle grise, et toutes ces erreurs qu'on voudrait limiter au possible, parce que ça peut créer des arrêts de ligne, ça peut créer du danger pour les mais vous n'allez centres pas et pour les jusque-là, gens. en fait. Vous n'expliquez pas dans les campagnes les conséquences, mais en fait, ça suffit, en fait. Ouais, ça suffit, c'est en le pari fait. qu'on a fait. C'est-à-dire ça que suffit. cette phrase-là rentre Juste dans la avant la tête, poubelle. c'est marrant, on retient, et en fait, on n'a pas besoin d'aller plus loin parce Non, que exactement. on arrive juste dans l'esprit des gens qui C'est se ce disent, qu'on ah là là, s'est ça dit. attire mon attention. Point. C'est ce qu'on s'est dit avec le planeur. On s'est dit, on va les arrêter pile au moment Ouais. où ils sont devant la poubelle. Parce qu'après, ça pour devient. qu'ils se posent la question. Justement, après, ça devient peut-être un Trop peu lourd. plus moralisateur, trop long, trop attention. Trop lourd, moralisateur, etc. Et ça, vous ne vouliez pas aller jusque-là. Exactement. Ouais. Est-ce que toi, les datas, tu les regardes pour créer tes campagnes, Guillaume ? Ou alors c'est de l'intuition, ce que je peux comprendre, ce que je fais moi aussi avec ma société. Hein. Nous, c'est beaucoup d'intuition. Ouais, oui. Donc, évidemment, on a une partie playbook, mais on a beaucoup d'intuition et ensuite on regarde est-ce que ça a fonctionné ou pas. Donc, c'est est-ce qu'on a eu plus de visites sur le site ? Est-ce qu'on a été relayé par certains comptes peut-être plus influents ? Est-ce qu'il y a des performances quelconques qui peuvent être menées ? Et oui, non, en fait, sinon ça disparaît et basta. Est-ce que tu peux expliquer ? Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes en communication qui nous écoutent et je les remercie. Ils disent même parfois qu'ils doivent prendre des notes, donc c'est trop cool. Explique-leur ce que c'est qu'un playbook. Qu'est-ce qu'on y retrouve ? Ouais. En gros, ça va être le guide de tout ce qui a été fait précédemment par une marque. Et l'idée, c'est de pouvoir le dupliquer. Donc, c'est vraiment toutes les actions qui ont été faites avec un ordre chronologique précis qui répond aussi à des impacts souvent de notoriété ou éventuellement peut-être de conversion. Mais en gros, tu C'est définis... l'historique, quoi. Ouais, exactement. Qu'est-ce que je dois faire à quel moment et quelle est cette succession d'actions et d'activités que je vais faire. Comment ces campagnes sont créées ? Alors, il y a de l'intuition. C'est quoi ? C'est une agence aussi qui vous accompagne ? Pas d'agence. Pas d'agence. Pas d'agence. C'est vous-même. Ah, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que ce casting de cet épisode est génial. On a 2 typologies d'entreprises qui me plaît beaucoup. Donc, pas d'agence. Raconte-moi comment ça se passe, la genèse de cette campagne, là, justement, sur les ponts de 2025. Prenons que celle-là. Alors, celle-là, elle faisait, alors ça fait un peu mal de le dire, mais elle faisait partie du playbook. Ah, mince. Parce qu'elle avait été testée il y a quelques années en Italie et en fait, elle a alors cartonné en Italie. Une autre que tu créerais toi avec ton équipe. Mais on a fait pas mal de choses. Là, récemment, on vient de lancer un partenariat avec une boîte qui fait de la micromobilité, qui fait des scooters en location dans Paris. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Réunion, brainstorming. Ouais, c'est ça, on a une idée, on leur propose, et parfois ça vient de... Je sais pas, on est à table en train de déjeuner en équipe, et il y a une personne qui dit « Ah, c'est marrant ça !» Vous avez vu cette story ? Non ? Ok, ce serait drôle de faire ça. Et ça part, on se monte le bourrichon, et ça, on accouche d'un truc, et on se dit « Ok, est-ce qu'on fait solo ? Est-ce qu'on va chercher un partenaire pour donner plus d'amplitude ? Est-ce que ça a du sens ? Oui, non. Et on part sur ça, quoi. On part sur ça. Toujours, c'est assez simple, c'est des aplats. Enfin, là, celle-là, je la connais pas en particulier, c'est cette campagne, mais celle que je connais, c'est de l'écriture sur un fond noir avec le logo. Exactement. Ça reste sur ça. Ouais, exactement. Ouais. C'est vraiment l'idée. Mais tu dis, on part sur ça, il y a quand même des enjeux financiers importants. Je ne sais pas combien coûte une campagne, peut-être tu vas nous dire un ordre d'idée. Une campagne d'affichage dans le métro, majeure, parce que pour le coup, celles que je vois de We Road, elles sont majeures, c'est vraiment des énormes... C'est quoi les enjeux financiers qui sont derrière en termes de... C'est un ordre d'idée, hein, je dirais c'est entre 50 et 60 000 à l'achat, mais tu peux toujours les négocier, notamment si tu fais du last minute. D'accord. Pour faire du last minute, il faut que tu aies des équipes en interne qui soient capables de réagir et de te livrer ce dont tu as envie, enfin d'avoir en fait tout qui est déjà prêt. Donc il peut avoir le lastminute.com de l'affichage dans le métro. C'est ça. Ouais. C'est ça la clé, parce que je sais pas qui paye aujourd'hui les vrais montants. Il y en a sûrement ceux qui veulent vraiment planifier à des moments clés de leur activité. Nous, on est un peu plus flexible, même si on a une saisonnalité. Évidemment, mais l'idée, c'est si c'est le bon moment, on y va. Aurélie, comment toi tu diffuses la campagne Alors nous, on a une agence média qui nous accompagne. On planifie, parce qu'on a des enjeux, nous...
Globalement, on a plusieurs campagnes à l'année. On a des enjeux sur le tri, sur la qualité du geste du tri. On a aussi des enjeux sur les emballages réemployables qui se passent au niveau national, qui se passent aussi sur le niveau régional parce qu'on vient de lancer toute une campagne sur les emballages réemployables dans le Grand Ouest. D'accord. Donc voilà, donc nous, on a un vrai enjeu de planification et un bassin d'audience qui est énorme puisqu'on parle à la population générale. Donc c'est des enjeux qui sont un petit peu différents. Donc on a une agence média qui nous accompagne pour faire de la négociation d'achat d'espace. Ouais. Mais clairement aussi, s'il y a des enjeux d'affichage, que ce soit dans le métro, etc., il y a des fois, on planifie 1 an à l'avance. Ouais. Pour avoir, alors là, c'est pas du last minute, mais c'est du early... early stage. Early stage. Et pareil, on a des achats d'espace et des négos qui sont énormes. Ouais. Comment toi, tu on n'y arriverait pas sinon. Identifies l'atteinte d'un objectif? Parce que finalement, le tri, c'est vraiment loin de la campagne de communication. Il faut que ça arrive chez les gens, il faut qu'ils le fassent ensuite, etc. Est-ce que c'est que la campagne qui oriente la manière de trier? Comment tu objectives la qualité de ta campagne? C'est très compliqué, parce qu'on est sur des changements de comportement. Moi, je suis malheureusement pas capable de dire ma campagne toute seule, voilà ce qu'elle fait. Clairement, déjà, on voit par rapport au taux d'engagement, par rapport aux réponses, par rapport à la façon dont les gens réagissent à tout ce qu'on fait, on voit clairement si on est dans la bonne direction ou pas. Il y a toujours des gens qui doutent, ça c'est clair, voilà, mais on voit la façon dont les gens répondent, dont les gens réagissent, etc., si la tonalité, elle est plus ou moins positive et comment elle évolue dans le temps. Et ça nous aide beaucoup à nous dire, bon, bah là, on est parti sur un chemin qui est meilleur par rapport à ce qu'on a pu faire avant. Donc ça nous aide beaucoup à nous dire est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas. On a aussi une personne dans notre équipe au digital qui répond. On a fait ce choix-là aux questions que les gens se posent. D'accord. Sur tel et tel sujet, elle vient face cam et elle te dit, bah voilà, tu t'es posé telle question, là sur les emballages, c'est un emballage ou pas? Il y a plein de gens qui se posent des questions sur c'est vraiment un emballage ou pas? Et si ça l'est pas, où est-ce que ça va? Bah, elle a pris face cam, elle a répondu, on a pris le temps de répondre et tout, c'était des parties pris qu'on avait, etc. Donc on voit que petit à petit, les gens apportent un peu plus de confiance à ce qu'on raconte et comment on leur répond, etc., etc. Donc on sent que ça évolue et on voit de l'évolution dans les chiffres aussi de collecte. Après, est-ce que c'est que nous? Clairement, je vais être modeste. On peut pas savoir. Ou et puis non. Enfin, on va être honnête, il y a aussi beaucoup de personnes sur le terrain qui sont investies. Il y a les collectivités, il y a la collecte, il y a comment est-ce qu'on améliore la collecte au quotidien, etc. Donc non, nous, on est un des maillons, on y participe et clairement, on y participe. Moi, mon impact à moi toute seule, je le mesure pas comme ça. C'est pas facile. Mais cependant, c'est un des points auxquels je tiens énormément et qu'on travaille aussi. Alors là, c'est pour le moment, on l'a pas installé sur le geste de tri, mais on est en train de l'installer sur les emballages réemployables parce qu'on en est au tout début. Donc avec une autre agence qui est Ogilvy qui nous accompagne sur le réemploi, on est en train de mesurer et de mettre en place des KPI clairs et nets pour savoir si nos campagnes de communication, quel est leur impact vraiment sur le changement de comportement. Donc on va se mettre des KPI très précis et quel est l'impact de la campagne en elle-même et des choix de tonalité qu'on a fait et des assets qu'on a mis en place. Est-ce que c'est les bons médias? Est-ce que c'est la bonne tonalité? Et en fonction, quel virage on va devoir opérer pour être encore plus impactant. Et ça, une fois qu'on l'aura mis en place là-dessus, mon objectif vraiment, c'est de le mettre en place sur chacune de mes campagnes. Bien sûr. Voilà, magnifique. Pour être sûr. C'est un outil génial. Voilà. Toi, c'est peut-être plus simple, Guillaume, de mesurer l'impact de tes campagnes. C'est le chiffre d'affaires. Ouais, exactement. Alors ça, c'est un des indicateurs. Et ça va être l'engagement, ça va être le nombre de personnes qui vont cliquer, qui vont partager la story. Ça va être les personnes qui vont nous recontacter. Tu diffuses comment? Donc évidemment, on a compris métro, tout ça, etc. Instagram, beaucoup. Réseaux sociaux, Instagram, à fond. Ouais. Est-ce que tu as une idée, c'est intéressant aussi pour les professionnels de la com, de comment employer au mieux un budget de communication? Alors moi, en regardant, en étudiant à force, j'ai l'impression que aujourd'hui les influenceurs sont, on va dire, les meilleurs placements entre guillemets parce que ça fait énormément d'engagement derrière. Et j'ai même lu devant même les ads sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu utilises les influenceurs ou pas encore? Si, on utilise. On utilise d'une manière qui est un peu différente. C'est-à-dire qu'on essaie de les faire partir en voyage, mais de manière totalement intégrée au groupe. L'idée, c'est pas qu'ils soient dans une posture justement d'influenceurs pendant le voyage, mais juste qu'ils viennent relater une expérience comme une personne lambda. Alors, est-ce que tu arrives à mettre un podium entre les meilleurs outils de diffusion, influenceurs, ads, affichage dans le métro ou dans la rue Pour moi, c'est juste d'avoir un bon mix. Je suis pas sûr qu'il y ait une recette idéale, mais en fonction pour 1 euro investi, est-ce que tu arrives à identifier le gain derrière? Ouais, clairement. Par canal. Sur le out of home, non. Non. Clairement pas. Ça, c'est assez difficile. Mais sur un influenceur, tu le vois clairement. Là, tu le vois clairement. Tu vois, si on met un code promo ou un lien de tracking, par exemple, on va voir directement le retour sur investissement. Sur du Google Ads, évidemment. Insta aussi. Mais c'est un mix. En fait, tu peux pas épuiser non plus ton audience sur un seul et même canal. Bien sûr. Et il faut diversifier les points de contact pour que ta marque, elle soit toujours visible à peu près n'importe où. Aurélie?
Non, moi je suis hyper d'accord avec toi. C'est une question de mix. Ouais. Et après, nous, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas de chiffre d'affaires. C'est la notoriété du geste. Donc voilà. Et c'est là d'où l'importance, on le disait tout à l'heure, de mettre en place. Nous, notre objectif, c'était de mettre en place notre C'est pas Versailles ici. D'où la pub EDF. Ouais. Si c'est oui, c'est bac de tri. Et les influenceurs avaient vachement la place aussi dans notre stratégie et dans notre mix. C'est que, pareil, ils ont joué le jeu à fond, de façon hyper humoristique aussi d'ailleurs. Ouais, et jouer à fond dans le côté humoristique, c'est vraiment le cas parce que je vais parler d'un spot avec un préservatif. Ouais. Là, pour le coup, c'est hyper risqué et c'est hyper réussi. Ouais. Mais wow, quel risque quand même. Tu peux la raconter peut-être cette... Ah, tu veux que j'aille jusqu'au bout et que je la raconte? Bah écoute, t'assumes. En fait, complètement. Donc ça fait partie de 6 spots quand même. Oui. C'était tournante. Non mais celle-là, elle est géniale. Ouais, elle est parfaite. Donc l'objectif, c'était de mettre en place des scènes dans lesquelles on se sent mal à l'aise et sur lesquelles on peut pas forcément apporter une réponse, et de la mettre en parallèle de une question où de toute façon la réponse elle est simple. Et donc la réponse c'était c'est un emballage ou pas. Si c'est oui, c'est bac de tri. Et pour un préservatif. Voilà. Et donc là, l'objectif c'était de mettre en scène un couple de jeunes amoureux et lui, c'est sa première fois. Et donc, il essaye de mettre son préservatif. Évidemment, on ne voit rien, mais il arrive même pas à l'ouvrir, en fait, le pauvre jeune homme. Et donc, sa copine lui dit, mais rassure-moi, c'est pas ta première fois quand même. Et le gamin, il est hyper mal à l'aise. Je rassure, c'était un couple majeur pour le tournage. Et c'était un vrai couple, ils étaient trop adorables. Et du coup, il est en mode... Il hésite. Et il y a une voix off qui dit, il y a des questions auxquelles on ne veut pas toujours répondre. Et puis, il y en a d'autres où c'est plus facile. Et là, à ce moment-là, il se retrouve devant sa poubelle de tri avec son paquet de cookies et on lui dit, c'est un emballage ou pas? Et là, il dit, bah oui. Et si c'est oui, c'est bac de tri. Et là, on lui va jeter son emballage de cookies. Et la réponse, elle est simple. En fait, il sait que c'est un emballage. Donc oui, clairement, il le met dans le bac de tri. Et à chaque fois, on a vraiment choisi. L'objectif, c'était de mettre en avant des scènes où on avait tout type de profil aussi. Donc là, c'était des jeunes. Donc avec un emballage de cookies, bah oui, de gâteaux. Nous, on avait aussi un objectif parce que les gens n'ont pas conscience que même si c'est un emballage où tu as de l'imbrication, en fait, les gens, ils jettent tout de suite tout ensemble. Mais en fait, faut désimbriquer. Faut pas jeter la couche plastique dans l'emballage carton parce que nous, ça nous complexifie le tri après. Donc, on voit bien le jeune qui désimbrique l'emballage et qui jette dans la poubelle. Donc nous, c'était ça notre objectif. Donc ça tombait bien, ça allait bien avec la cible jeune. Et donc on faisait passer notre message. Et puis après, la scénette, il fallait que ce soit une scénette de jeunes. Et donc on a fait ce choix-là. Je vous rassure, on a fait attention dans notre plan média pour que cette scène ne soit pas diffusée à des heures d'écoute de jeunesse. Voilà, donc ça a été des... Non mais c'est hyper efficace. Plan média. Et elle est hyper efficace. Elle fonctionne mieux sur certaines cibles que sur d'autres, clairement. Mais après, c'était un plan de roulement aussi. Donc vous avez d'autres scènes. Il y a une scène où il y a des personnes plus âgées, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, voilà. Guillaume, est-ce qu'il arrive dans l'histoire d'une entreprise qu'on ait des campagnes qui marchent bien, mais sans conversion derrière? Je crois au début, c'était un peu votre cas. Hein. Un pic de notoriété. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé et comment vous avez retourné la situation? Parce que l'objectif, c'est quand même de faire un peu de chiffre d'affaires. En fait, c'est là où c'est délicat, c'est que tu sais que tu es obligé de passer par ces phases-là, où tu vas devoir communiquer. On est obligé de passer par ces phases-là. Tu vas devoir être connu, et pour être connu, tu vas devoir mettre des budgets qui te semblent au début faramineux, pour des résultats qui seront peut-être pas au rendez-vous. Ouais. Et ça peut être lié à plein de choses. Tu vas dire, ah mais c'est ma créa qui est pas bonne, ah mais c'est le timing qui est mauvais. Mais en fait, c'est juste aussi peut-être pas le bon moment et t'as besoin d'en passer par là. Et puis il y a le test and learn qui vous fait avancer petit à petit. Ouais, exactement. Ouais. Peut-être parfois c'est un peu trop tôt, peut-être que t'aurais pu faire mieux, mais en fait on saura jamais. Et en l'occurrence, vous avez changé quelque chose pour convertir ou juste c'est le temps qui a joué son rôle? Pour nous, c'est le temps. Okay. C'est le temps et en fait on voulait vraiment mettre dans la tête des gens l'idée qu'on ne fait pas un voyage avec WeRoad, mais qu'on part en WeRoad. Okay. On va faire un WeRoad. Ouais. Donc tu veux mettre ce nom-là dans le langage commun, quand on fait un WeRoad. Exactement. Tu prends un Kleenex ou autre chose. Et là, sur toutes nos campagnes, on a toujours, en ce moment, on a donc des selfies et il y a toujours cette à plat noir. T'as déjà fait un WeRoad? Oui, c'est une photo qu'on pourrait prendre nous-mêmes, en fait. Exactement. Et l'idée, c'est aussi pareil, de se le partager, l'envoyer à son pote qui, lui, a déjà fait un WeRoad, par exemple. Ou on a envie de le faire et on l'envoie à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment pour nous ce geste aussi qu'on veut réussir à avoir. Et dans les visuels, non, l'idée, le parti pris, c'est d'avoir des visuels qui sont toujours très nature, sans filtre. C'est nos filters, quoi. Nos filters. C'est la photo que toi, français, tu pourrais prendre. Pour le coup, pas d'italien. Ça y est. Non, c'est français. Ça y est, on a compris. Sauf s'il y a vraiment une photo vraiment bien qu'un Italien a fait, on peut s'autoriser de la prendre. D'accord, ok. C'est vraiment l'idée de se dire, ça pourrait être moi. C'est pour reprendre ce que tu disais, c'est vraiment cette culture populaire. C'est le geste que chacun fait au quotidien de je suis à un endroit qui fonctionne, je fais un selfie, que ce soit avec ma famille, avec mes potes ou avec des inconnus, en fait. C'est pareil.
Est-ce que vous vous inspirez l'un et l'autre d'autres campagnes qui vous ont bluffé, qui vous ont intéressé, qui vous alimentent intellectuellement, Aurélie ? Alors moi, j'en ai 3. Il y en a qui sont plus ou moins récentes. D'un point de vue insight, une que j'ai trouvée très très puissante, elle date un petit peu, mais c'est Renault et les voitures électriques. D'accord. Je l'ai trouvée canonissime. C'est celle qui dit « Souvenez-vous à quel point vous aimiez les voitures électriques quand vous étiez petit ». Je l'ai trouvée géniale parce que l'insight, il est juste parfait. Au lieu de nous convaincre sur l'environnement, la puissance, le machin, ils ont juste fait un circuit à l'ancienne, en mettant leur propre voiture, et ils te rappellent à quel point, toi, quand t'étais petit, tu jouais aux voitures électriques, quoi. Et elle est juste merveilleuse de te rappeler un insight d'enfant. Je l'ai trouvée très, très bonne. La dernière de Back Market, l'affichage iPhone 3, iPhone 16, où ils te montrent un couple qui s'est pris devant le Mont Blanc, le glacier du Mont Blanc. Elle est tellement puissante et elle va chercher tellement de choses que voilà, j'ai trouvé merveilleuse. On reçoit Back Market dans un prochain épisode, c'est le prochain, on les reçoit pour parler de leur stratégie. Avec Marcel, très très bonne. Et pas du tout sur la tonalité humoristique, mais d'une puissance aussi en affichage, c'est la campagne de AXA 3 Words là, sur les violences conjugales. Je la connais pas, celle-là. Tu la connais pas ? C'est AXA qui s'engage maintenant à reloger les femmes victimes de violences conjugales dans son contrat d'assurance. D'accord. 3 mots. Voilà, elle est hyper puissante. C'est quoi les 3 mots ? Il y a marqué relogement pour les femmes de violences conjugales. Ah oui, et tout franchement, simplement. Elle est hyper puissante. Et eux, pour le coup, ils ont fait beaucoup d'affichage. L'affichage, des fois, tu dis que c'est pas forcément le média le plus puissant en termes d'attention, etc. Voilà. Et je sais qu'ils ont gagné des Lions à Cannes sur le sujet, etc. Mais au-delà des Lions, quand le message est clair et simple, le message est clair, il est puissant et ça a vraiment développé des contrats, etc. Et même ce qu'il y a derrière est magnifique. Et la campagne, elle est canon. Ouais. Guillaume, est-ce qu'il y a des campagnes qui t'inspirent où tu as envie de te dire peut-être que je peux ramener chez We Road des petits trucs ? Moi, quand je vois Burger King qui publie ses tweets si jamais vous ouvrez un jour le restaurant... Ça, c'est votre vibe à fond. Ça, on voit ça, clairement. En fait, nous, le rêve, c'est d'arriver à surfer sur n'importe quelle vague, moment qui arrive, et de le prendre, et d'être en fait... un peu spot, qui a une grande gueule, mais qui fait des bonnes vannes. Et qu'en fait, la marque soit identifiable comme ça. Bien sûr. Je ne désespère pas d'avoir Burger King à ce podcast pour comprendre comment ça marche. Ouais, venez nous expliquer. Ce community management, hyper réactif, hyper inventif. Je les aurai un jour. Je te le souhaite parce que honnêtement, c'est légendaire et c'est une inspiration incroyable. Ouais. Après, on a Oatly qu'on a bien aimé aussi. Oui. Qu'on a beaucoup regardé par une simplicité créative en mettant un message qui était assez impactant. En event aussi, ils sont très bons. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais c'était votre réponse qui m'intéresse. Tinder, là, récemment, qui ont fait un camion ben dans lequel tu viens jeter ton ex. Ça vous parle ? Ah, oui. Ah, je l'ai pas vu. En fait, je pense qu'ils ont fait ça, ils ont fait du contenu rapidement, hyper smart. Et nous, c'est le genre de choses qu'on adore faire aussi. C'est un petit truc un peu drôle comme ça. Qui part comme ça, sans Exactement, trop... Ouais. Dernière question à tous les deux. Si vous deviez refaire quelque chose différemment dans votre histoire, sur ces campagnes dont on parle, qu'est-ce que ce serait pour qu'on puisse un peu bénéficier de votre sagesse, de votre expérience ? J'ai l'impression au début, on a fait des campagnes qui étaient pas très chères, une sorte d'affichage un peu public, on a fait des choses qui étaient drôles, mais en fait qui étaient invisibles parce que personne nous connaissait, on n'avait pas le budget. L'impact business, 0. L'impact communication, je pense pas grand-chose, mais en fait, on s'est juste marré à le faire et ça nous a appris, on a mis le pied à l'étrier pour se dire... on a besoin de faire ça pour ensuite monter un peu en compétence. Donc, tu aurais fait pareil ? Je conseille de le faire. Ok, il faut passer par une phase où ça va pas marcher terrible. Je crois. Et qu'il faut être patient. Ouais, c'est la patience, mais c'est se faire plaisir, quoi. Ouais. On a cette chance-là, se faire kiffer à balancer des messages qui nous parlent à nous, quoi. Ouais, ok. Aurélie ? Au départ, quand on a fait la première vague de On ne lâche rien, on a absolument voulu faire de la caisse de résonance sur tous les médias et garder la pureté de la campagne télé en se disant on va l'adapter juste au format de chacun des médias et voilà. Et pour créer cette caisse de résonance. C'est pas si simple. C'est nécessaire mais pas suffisant. Et en fait, au bout d'un moment, on crée un effet de lassitude. Enfin, maintenant que je le dis, ça paraît logique, mais quand voilà. On est dedans, on se rend pas compte. Donc en fait, juste décliner comme ça là en vertical. On a créé un effet de lassitude. Faut un autre point de vue. Faut surtout s'adapter au code de chacune des plateformes. Donc, juste adapter au format, ça suffit pas. Et ça, on l'a vraiment compris au fur et à mesure. Et chaque fois, on
on s'améliore à chaque vague. Et on le comprend bien, la façon dont on travaille avec les influenceurs, la façon dont on s'adapte aux trends, la façon dont on prend en compte chacune des spécificités des plateformes sur lesquelles on se trouve, nous donne de plus en plus de puissance, de légitimité et fait de mieux en mieux passer le message et ne crée pas de lassitude. Et si je devais le faire autrement, je l'aurais créé dès le départ. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi, donc voilà. Et j'imagine, Aurélie, que c'est une aventure collective. C'est pas que toi, c'est bien de mettre aussi en avant. Oh que non, oui. Ouais, merci beaucoup. Oui, clairement, c'est une aventure collective. Il y a les agences qui nous accompagnent beaucoup, agences créa, agences médias, mais c'est aussi en interne. Il y a toute une équipe social média qui nous accompagne de son expertise et de ses gut feelings, comme on dit. Il y a Maëlle, il y a Camille, et puis il y a aussi mon équipe au quotidien. Donc il y a Claude, il y a Alexia. Donc voilà, je veux les remercier parce que sans eux, il n'y aurait rien du tout. Et ils font un bon boulot, j'imagine, parce que vu les résultats... Oui. Et puis il y a les boss aussi qui nous font confiance. Donc voilà. Merci beaucoup. Et merci de nous transmettre ça. Avec plaisir. Vous m'avez passionnés tous les deux. J'attendais un beau podcast, mais je suis vraiment ravi. C'était dense, c'était riche, c'était intéressant. On a compris les dessous de vos campagnes de com. Donc merci beaucoup. Merci Aurélie d'avoir accepté de nous accueillir. Je ne l'ai pas dit, on est chez toi, on est chez Citeo ici. Exactement. Ouais. Merci de nous avoir accueillis. Et merci Guillaume. Merci de m'accueillir bientôt dans un prochain voyage, je crois. Exactement, ouais. N'hésitez pas à partir en WeRoad. Ah non, mais moi, je parlais moi. Toi, juste toi. Ouais, bien sûr, bien. Il est pas sûr. Ok, bon, je sais pas, on en reparle après. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de ce podcast qui vous est destiné, chers professionnels de la com, pour comprendre, réfléchir, être éveillé par tout ce qui se passe dans le monde de la com en France. Merci beaucoup, à très bientôt.